Pendant des millénaires, manger n'est pas une partie de plaisir, c'est une question de survie. À la préhistoire, on mange ce qu'on trouve, puis l'homme cultive, élève, stocke. Dans l'Antiquité, il faut nourrir les paysans, les esclaves, les soldats. Alors on mise sur des aliments simples, faciles à produire, faciles à conserver, céréales, pain, galettes, lentilles et pois. Au Moyen-Âge, même logique, surtout chez les pauvres où les produits viennent de la terre. Navets, choux, fèves et oignons. Et puis ensuite, les grandes découvertes élargissent l'assiette européenne. La révolution industrielle, elle, rend la nourriture plus abondante, plus standardisée, plus industrielle. Mais pendant très longtemps, l'idée reste la même, on mange simplement pour tenir. Il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger. Et maintenant, si on est un petit peu taquin et aigri comme on aime bien l'être, qu'en est-il de notre alimentation aujourd'hui ? On élargit le plan ou pas encore ? 3, Non, arrête. 2, Tu as raison de le faire. putain là. Ne le fais pas. C'est de la merde leurs produits, je suis désolé de le dire, mais Pizza, chips, les stars des réseaux font désormais le buzz en rayon. c'est un produit de merde qui est un peu moins pourri qu'une catégorie de produits qui est vraiment dangereuse. Les boissons énergisantes sont problématiques pour les mineurs. Vous savez quoi, j'ai pris 4 menus McFirst McDo, on va voir si ça va me caler parce que moi j'ai un estomac, je connais RS6. Tir de lacrymo et mouvement de foule, à Châtelet, une distribution de repas gratuits vire à l'émeute. Curry, tenders, ils le font avec eau de cuisse aussi. C'est mon préféré. Écoutez-moi, faites-moi confiance, j'ai des goûts incroyables. Vous venez à 100% tester, vous prenez le délit là. Après la Seconde Guerre mondiale, la malbouffe est devenue un sérieux problème. D'abord commercialisée à grande échelle, puis importée en Europe sous influence américaine, elle s'est tout simplement banalisée jusqu'à devenir un véritable spectacle. Elle est devenue une vitrine, un produit qu'on met en scène, qu'on esthétise, qu'on vend comme une expérience, et pour ça rien de mieux que d'utiliser les réseaux sociaux. Placement de produits, marques alimentaires lancées par des youtubeurs, chaînes de resto explosant sur TikTok, tout ça raconte la même chose. La malbouffe n'est plus dans nos assiettes. C'est devenu un contenu, un spectacle et parfois même une identité. Nous sommes en 2012 à Lormont, près de Bordeaux. Un restaurateur d'origine laotienne du nom de Noracine décide d'importer une recette de street food asiatique en France. Son nom, le Krusty. Sa composition, du riz, du poulet pané et une sauce sucrée-salée. Il lance sa chaîne de restauration Krusty Sabaïdi dans toute la France. Et ça marche plutôt bien, puisqu'ils atteignent les 34 points de vente, le tout de manière humble, pas d'excentricité, pas de volonté de reconnaissance, pas de réseaux sociaux, juste de la cuisine. Avec le temps, la recette de poulet commence à intéresser de plus en plus les jeunes vers le début des années 2020, ce qui nous amène à décembre 2024. 4 frères du nom de Diallo vont s'intéresser au Krusty. Gallo, Amadou, Mamadou et Omar. Mais contrairement aux restaurateurs de Krusty Sabaïdi, Gallo Diallo et Omar Diallo ont une particularité, ils ne sont pas cuisiniers. Gallo Diallo dirige l'agence Smile, une société qui travaille avec des influenceurs, parmi eux Just Riyad, Golo Erichi et Sally, des créateurs dont j'avoue ignorer complètement l'existence avant d'écrire cette vidéo. Car oui, Sally a 1,6 million d'abonnés sur Insta, un soldat inconnu à mes yeux, mais c'est ok. Donc si on revient sur Gallo Diallo, le mec a littéralement tout compris sur le potentiel de Krusty. Il comprend très vite que cette simple recette de poulet et de riz peut devenir complètement virale sur les réseaux sociaux. Il crée donc Tasty Krusty, une nouvelle chaîne de restauration avec un visuel tape à l'œil qui emprunte la typographie et les couleurs de GTA. On sent que la cible principale c'est quand même les jeunes, c'est même fait exprès selon la professeure de français en banlieue parisienne Ophélie Roch, qui dit « Utiliser l'imaginaire criminel de ce jeu vidéo culte comme produit d'appel pour une jeunesse avide de signes de rébellion. » Rien que ça. Et au passage, évidemment que Tasty Krusty rentre dans la catégorie malbouffe, je pense qu'il n'est même pas utile d'expliquer pourquoi. Voici ce qu'en pense une nutritionniste interrogée par Ouest France. Aujourd'hui, en fait, d'un point de vue nutritionnel, il n'y a rien. Il n'y a quasiment rien. Donc les fibres protéiques, elles sont là, on va dire, elles sont présentes. Mais je trouve que le volume est quand même assez impressionnant. Si ça devient trop récurrent dans la semaine, là, ça peut poser des problèmes de problèmes de cœur, des problèmes d'obésité, des problèmes de risque cardiovasculaire, justement, des problèmes de reins sur le long terme. Et concernant les réseaux sociaux, c'est bien simple, la stratégie est d'inonder ces derniers de contenu Tasty Krusty. Pour cela, Gallo Diallo repère un petit influenceur qui rêve de devenir acteur et qui, à l'époque, écrivait des blagues pour la promotion d'un restaurant. Ce dernier s'appelle Lockman, son métier, créateur de contenu Tasty Krusty. 200 ans d'évolution de travail moderne pour en arriver à ça.
Voilà à quoi ressemblent les métiers de 2026 aujourd'hui. En fait, le but dans cette stratégie, c'est justement de ne pas que vendre du poulet. Le but, c'est créer un univers avec ses codes, ses personnages, son histoire, sa mythologie. Lockman est un personnage. Il est surnommé le random ou l'inconnu. Tasty Krusty était complètement inconnu. Mais tout a changé quand Tassawa et le random sont arrivés. Et il est toujours accompagné de Tassawa, le cuisinier star de l'enseigne, qui est toujours vêtu d'une charlotte sur la tête, capable de préparer son poulet n'importe quel jour. Les mecs, vous allez même pas me croire. Aujourd'hui, c'est le jour de son mariage et il est là, il travaille. Ah ouais, mais c'est vraiment réel, hein. Ah, je peux venir avec toi ou pas? Dépêche. Je peux venir? Dépêche-moi, toi. Vous en doutez, en quelques mois, grâce à ces influenceurs, le nombre d'abonnés du compte officiel de Tasty Krusty est multiplié par 10, plus de 300 000 sur TikTok et 150 000 sur Insta. Et puis bien sûr, collab à gogo avec d'autres influenceurs extérieurs qui ne sont pas salariés chez Tasty Krusty. Désolé les mecs, je suis un petit peu en retard. Ça va, ça va bien? Oui, j'ai ouvert à côté de Tasty Krusty, oui. Et alors, c'est pas grave. Dès qu'un restaurant ouvre dans une ville, c'est suivi d'une vidéo qui en fait la promotion. La MIF, le Tasty Krusty de Villeurbanne est officiellement ouvert. Les gars, bonne nouvelle, Tasty Krusty vient d'ouvrir en Belgique. Ah, qu'est-ce de l'autre fille? Wallah que j'ai entendu que ça avait ouvert. Avec cette présence sur les réseaux et cette stratégie qui marche plutôt bien, on voit bien que chez Krusty Sabaïdi, c'est pas la même. Ces derniers avaient quand même tenté de se rendre viral, ils avaient inauguré l'ouverture d'un restaurant en offrant 1000 plats à leurs fans, le tout poussé par un influenceur du nom de Fares Salvador, là aussi un mec que je connais pas du tout. Ils avaient été dépassés et ça avait complètement dégénéré. D'importants mouvements de foule ont éclaté quand des projectiles ont été lancés sur les forces de l'ordre, appelés en renfort, qui ont répliqué à coups de gaz lacrymogène. Maintenant la question c'est pourquoi je parle de Tasty Krusty depuis tout à l'heure. Et bien déjà pour deux raisons. Déjà, ce qui a fait le succès de cette chaîne, c'est bien évidemment les réseaux. C'est ce qui a tout changé. L'esthétique de la malbouffe avec les sauces, les couleurs vives, les portions énormes, les défis, les préparations en coulisses, les événements, les stars, les ouvertures de restaurants, tout ça, ça rentre quand même plutôt bien dans l'esprit des réseaux. Sur YouTube, la malbouffe colorée fait pas mal de vues à l'image des belles miniatures aux couleurs saturées des vidéos de McFly et Carlito, dans lesquelles ils goûtent de la nourriture saine. Je rigole, bien sûr, c'est une blague. La suite logique finalement, lancer leur propre marque de chips. Voici nos chips! Et la deuxième raison, c'est que Tasty Krusty montre que la malbouffe n'est pas seulement de la nourriture. C'est devenu autre chose, c'est devenu un symbole. Le sociologue de gauche Marc Jaja explique dans les colonnes de Libération que l'erreur est de réduire l'objet à sa seule dimension alimentaire. Il y a quelque chose d'autre. Tasty Krusty, c'est une forme d'objet social. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la naissance d'un objet social. Comment une barquette aussi simple devient quelque chose qu'on teste, qu'on défend, qu'on méprise, qu'on commente, qu'on met en scène. Le sociologue fait même un lien avec l'immigration. Il explique que pour moins de 10 €, avoir autour dans l'assiette est presque une promesse de ne pas manquer. Et pour des gens issus de la culture où la nourriture a longtemps été rare, c'est une aubaine. Cette analyse va avec un papier du Monde qui s'intéressait à l'évolution de la malbouffe dans le temps. Comme expliqué au début de la vidéo, avant, la malbouffe, c'était que de la bouffe. Maintenant, c'est un langage culturel, un marqueur social, une espèce de culture populaire en fait. Quand on s'attaque à Tasty Krusty, évidemment qu'on s'attaque pas que à la nourriture, on s'attaque presque à un espèce d'ensemble, même parfois à ceux qui la mangent en fait. C'est ce qui est arrivé à l'influenceur Yann Vous Cuisine, qui avait sorti une vidéo où il critiquait vivement la chaîne de restaurants. Ah, c'est dégueulasse. Oh là là, quelle horreur. Oh là, je vais vomir. Je suis sûr que vous exagérez. Selon beaucoup d'internautes, il n'a pas juste critiqué un plat, mais aussi ceux qui le mangent. Ainsi, beaucoup lui reprochent d'avoir fait du mépris de classe. A l'inverse, un critique gastronomique reconnu, qu'on aurait imaginé beaucoup plus pointueux, a carrément recommandé Tasty Krusty sur Instagram. On était deux, paf, c'est parti. Y retournerais-je pour autant? Sincèrement, non, mais je vous recommande d'y aller. Ça vaut le coup, et sincèrement... De quoi surprendre les internautes. Et donc Tasty Krusty a bien montré que la bouffe, ça pouvait être un univers, avec évidemment ses visuels, son ambiance, sa communauté, même un certain rapport au fun. C'est aussi un peu une manière d'appartenir à quelque chose. Et ça, les influenceurs, ils l'ont bien compris. En plus de ça, ils ont leur propre communauté. Du coup, pourquoi se priver? Pourquoi ne pas s'en servir pour faire de l'argent? Mais évidemment, la malbouffe, ça reste quand même quelque chose de déconseillé, surtout pour les jeunes. Ainsi, il faut quand même se donner une bonne image, il faut faire quand même attention à sa réputation, et donc créer un narratif, un discours. Quelque chose qui nous fait passer pour le gentil, celui qui est du bon côté, rien à voir avec celui qui engrosse des préados en se faisant du fric sur leur dos. Comme Michou, Ibra TV, Amixem ou encore Zach Nani, tous ces youtubeurs ayant lancé leur fast-food proposant des plats équilibrés et bons pour la santé. Quoi de mieux pour ça que de vendre de la malbouffe en la déguisant en produits bons pour la santé.
Le malin. Le 3 mai 2025, le deuxième youtubeur de France, Squeezie, sort une vidéo promotionnelle sur ses réseaux pour lancer sa marque Ciao Kombucha. Le concept est simple, le kombucha n'est pas une boisson comme les sodas classiques, ici on veut se démarquer de la masse, mais l'utiliser pour faire de l'argent. C'est une boisson fermentée, fabriquée à partir de thé sucré, bien meilleure pour la santé que les sodas, moins sucré donc plus healthy. Comme le matcha, l'incarnation parfaite du boboïsme, la base électorale de Raphaël Glucksmann. Le matcha. C'est de gauche mais bobo. C'est quel candidat par exemple? Glucksmann, ça fait du pilate à côté, tu vois. Le kombucha fait donc partie des boissons naturelles qu'on présente souvent comme une alternative aux sodas trop sucrés. Et ça peut devenir une transition entre des habitudes que moi j'ai eues où je me butais à un vilain soda très rouge quand j'étais jeune, mais genre vraiment. Ça vaut le coup de donner une chance, je vous jure, à autre chose que des boissons saturées. Parce que une stat qui me choque par exemple, c'est que dans le top 15 des boissons les plus vendues aujourd'hui dans les grandes surfaces, tu as 5 fois le même soda dans sa version sucrée et pas la version sans sucre. Et je trouve ça badant. Et c'est d'ailleurs ça, le storytelling de Squeezie pour se faire passer pour celui qui est du bon côté, un peu comme quand il avait appelé à voter contre le RN aux législatives de 2024. Une vidéo où je parle de Squeezie, je ne pouvais pas ne pas en parler. Donc Squeezie a découvert au Japon les boissons naturelles et ça l'a aidé à diminuer sa consommation de soda et de boissons souvent saturées en sucre et pas top pour la santé. Le 4 mai 2025, dans une vidéo, il fait un placement de produit, de son propre produit, sur sa propre chaîne. Attendez, pour la première fois dans l'histoire de cette chaîne YouTube, je m'auto-sponsorise ma propre vidéo. Et oui, puisque le sponsor de cette vidéo est nul autre que ma propre boisson, Ciao Kombucha. J'espère que vous allez kiffer en boire cet été et que ça vous aidera à diminuer votre consommation de soda ou d'autres saloperies. C'est bon, Squeezie se démarque des saloperies que boivent les autres. Ainsi, quelle image a-t-on de Squeezie? L'image d'un sauveur, d'un gars qui veut tirer la société vers le mieux, une espèce de combattant de la malbouffe. Alors qu'au passage, selon Le Monde, les vertus du kombucha sont pas médicalement prouvées à ce jour. Et après avoir bien profité de ce business avec 3 millions d'exemplaires vendus et 9 millions d'euros de chiffre d'affaires en seulement 6 mois, un an après, le 31 mai, Squeezie sort une autre vidéo promotionnelle aux côtés d'Inoxtag et Lena Situation. Cette fois-ci, la taille de marché est encore plus intéressante, 834,5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Il s'agit bien sûr du marché de la boisson énergisante. Alors, c'est de la frappe ou pas? Mais à la différence du kombucha, ici, on est sur un truc un peu moins healthy quand même. La marque s'appelle Ciao Energy, et c'est donc une boisson énergisante qui propose plusieurs goûts qui vont de l'abricot au double litchi en passant par le kiwi. Les canettes de 250 ml se vendent 1,49 €, ce qui est assez proche de ses concurrents étant Red Bull et Monster. Et là bien sûr, il y a aussi un narratif. Ici, c'est plus l'idée de se démarquer en fait du côté pas healthy des boissons énergisantes classiques, c'est-à-dire plus clean, plus naturel et surtout zéro bullshit. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. La boisson fait parler d'elle depuis maintenant quelques semaines. Quels sont les problèmes? Tout d'abord, la boisson revendique une caféine naturelle issue de café vert ou de guarana. Pourtant, pour la plupart des nutritionnistes, le corps ne fait pas vraiment la différence entre une caféine naturelle et une caféine artificielle. Par ailleurs, la médecin du nom de Patricia Chiropoulos affirme qu'il faut se méfier du guarana et ne pas se faire avoir par le fait justement qu'il est d'origine naturelle. Car en effet, il contient 4 fois plus de caféine que la version classique, c'est-à-dire le café. Selon une nutritionniste interrogée par Le Parisien, une canette est l'équivalent d'une tasse expresso. Parmi les effets indésirables qu'on peut notifier, palpitations, tachycardie, hausse de la pression artérielle, tremblements, nervosité, troubles du sommeil et du transit, et surtout anxiété. Une étude citée par TF1 montre que chez les enfants, les boissons énergisantes de manière générale sont nocives pour la santé mentale et physique. Or les enfants, c'est quand même une partie non négligeable du public de Squeezie, Lena Situation et surtout Inoxtag. Et qui semble présenter la santé mentale comme un problème à régler, Lena Situation. The tricky thing with mental health is that you always feel very alone in your head, and when I started to develop anxiety, I immediately started talking publicly about it. Ensuite, l'autre argument brandi par Squeezie est de dire que sa boisson est moins sucrée que les autres boissons. Certes, c'est moins sucré, mais il reste quand même 2 carrés de sucre par canette, ce qui est en vrai plutôt pas mal. Remettons-nous cet extrait. Une stat qui me choque par exemple, c'est que dans le top 15 des boissons les plus vendues aujourd'hui dans les grandes surfaces, tu as 5 fois le même soda dans sa version sucrée et pas la version sans sucre. Et je trouve ça badant. Autre coup marketing, arôme naturel ne veut pas forcément dire produit naturel,
Comme l'explique l'Express, dire arôme naturel ne veut pas forcément dire qu'on a pressé un fruit dans la canette. En fait, ça peut complètement être un produit transformé. Et enfin, rappelons qu'il n'y a pas de Nutri-Score affiché. En exemple concret, si on prend cette boisson plus naturelle que les autres et qu'on la met dans le calculateur officiel du Nutri-Score, eh bien on trouve qu'elle fait moins bien que les boissons énergisantes sans sucre classiques. À mon avis, ils le savent très bien car ils n'ont pas choisi de l'afficher sur leur canette. On se doute donc que c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas mis. Avec tous ces éléments purement marketing, vous comprenez donc que le sans bullshit semble un tantinet mensonger, d'autant que c'est pas parce que les goûts que tu vends sont fruités que c'est bon pour la santé. Les fraises tagada et les bonbons bananes sont quand même beaucoup moins vertueux que les fruits naturels. Les bananes, c'est meilleur en bonbons. Mais tous les fruits, c'est meilleur en bonbons. Donc voici la stratégie maligne qu'a fait Squeezie. La boisson énergisante est connue pour ne pas être bonne pour la santé. Chao Energy se démarque en proposant quelque chose de plus healthy, sauf que ça reste quand même assez mauvais pour la santé. Le kombucha au contraire est connu pour être plutôt bon pour la santé, mais peu accessible car cher et peu sucré. Squeezie l'a rendu accessible en y rajoutant du sucre et de la visibilité. C'est vrai. T'as réussi à le rendre facile de fou à boire. T'as fait le truc où, en fait, moi qui en bois beaucoup, t'as moins le côté vraiment dur du vénère du kombucha, mais c'est sûrement ce qui fait barrière au fait que le kombucha ne devienne pas un truc répandu. On a rajouté un peu ce jus pour rendre le truc plus accessible, donc forcément rajouter un peu de jus, même si on le laisse un peu refermenter derrière, ça rajoute un peu de sucre. C'est pour ça que t'es en moyenne autour de 2 grammes pour 10 centilitres, tu vois, ce qui est pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et du coup, t'as une recette qui est plus accessible, c'est pas du vrai pur kombucha. Sauf que ça reste quand même moins bon pour la santé car il y a plus de sucre que le kombucha classique. Mais comme d'habitude, là aussi, il y a un narratif, l'idée est de se démarquer du côté pas healthy des boissons énergisantes classiques, plus clean, plus naturel et surtout zéro bullshit. C'est marqué ici là, zéro bullshit, donc là tu peux pas mentir, c'est marqué ici. Et si on parle d'un autre coup marketing très malin, qui concerne aussi YouTube, la marque Oli. J'imagine que ça vous est tous arrivé de traîner sur YouTube, de regarder une vidéo de votre youtubeur préféré et de tomber sur la promo de cette boisson magique censée être une bonne alternative au soda. Un moyen ludique de remplacer l'eau. Avant ça, s'il vous plaît, laissez-moi vous parler des frérots qui nous accompagnent sur cette vidéo, mesdames et messieurs. Oli. Une vraie petite boisson qui fait du bien. Tu sens le truc, il est bon, tu sens qu'il est bien, il est naturel, c'est pas trop sucré et tout, c'est génial. Oli, c'est une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes qu'on peut voir comme une alternative au soda. Le principe est simple, tu as des shakers, des gourdes et des petits sachets à mélanger dans ton eau. Là aussi, le discours est rodé. D'un côté, il y a les méchants sodas classiques sucrés, mauvais pour la santé, et de l'autre, Oli, une poudre à mélanger avec de l'eau, présentée comme plus moderne, plus clean, plus naturelle. Un peu comme les gourdes Air Up, là aussi beaucoup trop de placements de produits sur YouTube. Des vidéos et des enquêtes ont déjà été faites sur le sujet sur YouTube, donc je vais pas trop m'attarder dessus, mais si on fait un petit résumé, voici les problèmes qui entourent Oli. Est-ce que c'est vraiment naturel? En fait, pas vraiment. Il y a par exemple une liste d'ingrédients complètement fous. Dioxyde de silicium, phosphate tricalcique, sucralose et citrate de zinc. Et je tiens à le dire que vraiment, j'ai jamais pris de coque, les amis. Et ça, je supporterai pas qu'on me dise ça. Ok, bah, tu fais bien. Tu fais bien de... Un spécialiste du nom de Stéphane Valran, contacté par l'Express, a déclaré « On dit d'un aliment qui n'est pas ultra transformé s'il ne dépasse pas 5 ingrédients dans sa composition. Or ici, on est face à une étiquette à plus de 20 entrées. Les autorités recommandent plutôt d'éviter ce type de produit. » Ensuite, à la question « N'a-t-il vraiment peu de sucre ?» Oui, mais ça veut pas forcément dire que c'est sain. Comme souvent, il y a ce qu'on appelle des édulcorants, donc des faux sucres censés imiter le goût du sucre. Dans le cas de Oli, il y a du sucralose, un édulcorant qui augmente le risque de cancer, de maladies cardiovasculaires et de diabète. Autre argument pour se démarquer de Red Bull et de Monster, le fait qu'il n'y ait pas de taurine. Et ce qui est cool et ce qui différencie des autres boissons énergisantes, c'est que celle-là, du coup, c'est pas avec la taurine, c'est avec de la New Caf. Et ce qui est cool, c'est que la New Caf, ça donne en fait le même effet, on va dire un peu que la caféine, mais pas sur un côté pic, sur un côté plus long terme. Il y a pourtant d'autres arguments qui sont pas fous, en vrai, des colorants, de la caféine et du dioxyde de silicium. Dans la vidéo de Seb, le youtubeur affirme que les arômes présents sont naturels. Ça se veut plus écologique car moins d'emballage que les canettes évidemment, plus sain car pas de taurine, pas de sucre, les arômes et les colorants sont naturels, Voilà, là c'est juste complètement faux, il y a ce qu'on appelle du bleu brillant FCF dans la composition qui n'est pas naturel. Même si selon cette youtubeuse, chimique ne veut pas forcément dire dangereux. Autre problème, la boisson se targue d'être hydratante, une gamme hydratation est même destinée aux sportifs et à l'e-sport. Selon Stéphane Valran, un mélange très concentré n'est pas avantageux pour l'hydratation, ça peut diminuer l'absorption par l'organisme. Autre argument marketing, le prix. Oli serait moins cher que les boissons classiques. Pourtant, une portion de 500 ml coûte l'équivalent de 80 centimes, sauf que dans certains supermarchés, vous trouverez les sodas classiques à environ 75 centimes pour la même quantité. Et enfin, une erreur de communication a été faite par la marque. Au début, Oli laissait certains youtubeurs dire qu'on pouvait boire
sans modération. Sauf que depuis les enquêtes et les vidéos qui ont montré que Oli n'était pas aussi bon pour la santé qu'on pouvait le croire, la marque a clairement changé de ton. Aujourd'hui, elle ne dit plus vraiment c'est sain, mais plutôt c'est plus sain que certains sodas, et là c'est quand même un peu plus juste. Le 11 avril 2025, la marque sort sur X un thread en réponse à la vidéo du youtubeur TPZ. Elle affirme ne jamais s'être revendiquée elle-ci. Pourtant, l'un des profils LinkedIn de quelqu'un qui y travaillait disait l'inverse. Pour résumer, la boisson Oli est en effet moins mauvaise que certaines autres boissons, mais le problème c'est que Oli en fait a transformé ce moins mauvais en imaginaire produit sain, presque magique, qui remplacerait parfaitement l'eau, ce qui est faux. Ce serait un produit naturel, sportif et vertueux, quelque chose de clairement exagéré. Cette malhonnêteté, on peut la voir par exemple dans cette vidéo de Mastu sortie le 5 avril 2025. La vidéo est sponsorisée par Oli. Bon, avant de tourner cet épisode un peu improbable avec MrBeast, on va se poser rapidement pour parler du partenaire de cette vidéo, j'ai nommé Oli. Vous les connaissez sûrement, c'est pas la première fois qu'on en parle sur la chaîne, mais ne sait-on jamais, Oli c'est tout simplement des boissons. Mais contrairement aux autres, celles-ci sont plus healthy. Oh, quand tu parles, tu casses les couilles. Mais attention, le placement de produit Oli n'est pas ici le seul problème de la vidéo, puisque dans cette vidéo, il y a une rencontre avec le youtubeur MrBeast, un youtubeur américain que Le Point qualifie de très controversé. Durant la rencontre, le décor n'est pas choisi au hasard. On peut voir plusieurs éléments qui rappellent une marque. Cette marque, c'est pas n'importe laquelle, c'est celle de MrBeast. Alors est-ce qu'on est sur une simple mise en scène ou une publicité qui ne dit pas son nom? La question reste en suspens. Pour ceux qui ne le connaissent pas, MrBeast est le plus gros youtubeur du monde. Avec le plus grand nombre d'abonnés, conforme à la mentalité américaine, ce mec en veut toujours plus. Des énormes décors avec toujours plus d'invités dans des vidéos beaucoup trop longues. La démesure fait partie de son lifestyle. Mais pour financer tout ça, comment faire? Parce que disons que les vidéos avec des ambitions énormes, évidemment que ça coûte cher. Rien qu'avec les vues de ces vidéos YouTube, il génère environ 250 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Mais ces vidéos font 80 millions de dollars de pertes. Ainsi, dans cette logique du toujours plus, qui n'est pas le seul à apprécier, MrBeast souhaite trouver une autre manière de gagner de l'argent. Pour ça, quoi de mieux que de lancer sa propre marque alimentaire? À l'instar de Logan Paul qui avait lancé sa marque de boisson Prime Hydratation, MrBeast crée Feastables, une marque de barres chocolatées. Succès évident, en 2024, ça fait 250 millions de dollars de chiffre d'affaires, soit 50% du chiffre d'affaires total de Beast. Autre succès, cette fois français, les pizzas de MrV. En 2022, le youtubeur publie une vidéo parodique pour vendre ses pizzas de la mama. En seulement 3 mois, il vend 700 000 pizzas, ce qui fait 1,4 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça fait beaucoup là, non? En 2022, Pizza de la Mama fait partie du top 10 des meilleurs lancements de grande consommation en France. Il devance Kinder et Heineken. Le million de pizzas vendues est atteint en 2024 avec 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pour en revenir à Feastables, cette barre chocolatée qui donne vraiment énormément envie, l'organisme indépendant Que Choisir Ensemble s'y est intéressé et a testé les Feastables. Qu'en retenir? Déjà apparemment c'est très sucré. Énorme scoop. Même le streamer Anime le dit. Too much sugar. Too sweet. Ah, too much. I don't like chocolate and I don't like peanut butter. So it's horrible for me. It's the remake of the green poop. Le produit est ultra transformé. La composition, lécithine de soja, arôme vanille et huile de palme. Des produits plus qu'industriels. L'article parle de goût de chocolat de calendrier de l'Avent bas de gamme et de chocolat oublié dans le placard. Sans, hein? T'as vu? Ouais. Ah, ça pue, ça. Ah, ça... On est quand même bien loin du meilleur chocolat du monde, comme MrBeast le prétendait dans certains médias américains. Pour vendre ses chocolats, Beast ne se contente pas du marché américain. Il veut vendre dans plusieurs pays, et évidemment la France en fait partie. C'est pour ça qu'il y a 1 an, nous avons pu le voir au carrefour de Chambourcy, dans les Yvelines. Très fou parce qu'on ne rencontre pas toujours des youtubeurs dans des carrefours. Je me suis demandé ce qu'il venait faire à Chambourcy parce qu'au départ on ne l'a pas cru et on l'a vu sur internet en fait. L'enseigne avait conclu avec le youtubeur d'un accord de distribution exclusif en France pour 6 mois. C'est d'ailleurs au carrefour d'Auteuil que j'ai pu trouver les fameux chocolats. C'est bien sûr toujours intéressant pour Carrefour de se donner une image d'enseigne connectée aux tendances TikTok YouTube. C'est ce qu'ils avaient fait notamment avec le buzz de leur caissière. C'est donc pour ça qu'on a pu voir nos youtubeurs français préférés apparaître dans les vidéos de Beast. Amixem par exemple qui est apparu dans la vidéo de Beast 50 youtubeurs se battent pour 1 million de dollars. L'objectif pour lui était ensuite de faire une vidéo sur sa chaîne tout en glissant quelques références à Feastables. Même un jeu est fait à la fin en référence à ces chocolats.
real or fake, but that's the Feastable version of it. Oh gosh. So, oh, you molded it? Basically, the kitchen melted it. Même son de cloche pour le youtubeur Fast Good Cuisine. To take our hazelnut cups to France. Ooh, I'm very hyped with this one. Look the chocolate. Wow. Is it not good? It's not good, it's problematic. Because when you eat one, you want to eat the second one. We can do a milkshake with this one. Yeah. Le plus gros suceur ici, c'est toi, on le sait. Bon, ça, c'est réglé. Dans sa deuxième vidéo sortie il y a 3 mois, qui s'appelle 50 streamers s'affrontent pour $1 million, donc la deuxième vidéo de Beast avec des youtubeurs français, les pays représentés sont la France, le Canada, l'Espagne, le Mexique, l'Inde et l'Allemagne. Comme par hasard, ces pays font partie de ceux où Feastables est commercialisé. Comme par hasard. Il va même jusqu'à faire tester ses chocolats au youtubeur Le Malin. Je comprends un peu mieux pourquoi il a décidé de doubler ses propres vidéos dans plein de langues différentes. Ça va coûter cher de faire ça, mais derrière, tu disposes d'un marché immense. Comme avec Squeezie, la stratégie est très maligne. Il ne fait pas de publicité classique, mais plutôt une sorte de pub intégrée dans un événement culturel, ce qui est beaucoup plus implicite. Pas vraiment de la publicité déguisée, c'est plus comme si le public participait à une mécanique commerciale, mais dont il ne mesure pas forcément l'ampleur, transformer ses abonnés, ses vues en consommateurs, mais là, on dit pas tout à ses fans. Un peu comme McDo avec Swan & Neo. En octobre 2021, l'organisme indépendant UFC Que Choisir, le même que je citais précédemment mais ils ont juste changé de nom, accuse McDonald's de faire de la publicité illégale. Ils utiliseraient des jeunes influenceurs, parfois même des enfants, pour mettre en avant leurs produits McDo dans des vidéos sans mentionner l'existence d'un partenariat commercial. Bonjour à tous, bienvenue dans mon Maxwan, mon fast-food. Je vous fais la visite. Monsieur Maxwan, mais qu'est-ce que vous faites? Mais laissez-moi manger en paix là. Oh là là, mais c'est un scandale. Voici l'Orient et Juliette et le soleil. Non, suivant. Non, il me faut mes heures. Une vidéo dans laquelle Swan s'imagine créer son propre fast-food sans citer McDo une seule fois. Autre moyen de faire de l'argent, utiliser un concept connu de tous pour vendre de la malbouffe. C'est ce qu'expliquait une vidéo du Parisien sur le concept du cheat meal. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment certains fast-foods ont récupéré un concept venu du sport, le cheat meal, et en ont fait une arme marketing pour nous faire manger des menus hyper caloriques. Une expression venue tout droit du monde de la musculation qui désigne ce petit plaisir alimentaire que chaque sportif s'autorise de temps en temps. Le youtubeur Ibra TV, sportif dans l'âme, a lancé sa chaîne de fast-food Black and White Burger. Ce dernier aime bien parler de cheat meal, sa clientèle étant souvent composée de sportifs. Oui, il y a beaucoup de sportifs, j'ai beaucoup de potes combattants pro, et des fois ils m'envoient des vidéos vraiment avec des gros plats et tout. Pour lui, le cheat meal, c'est ça. Quelqu'un qui fait du sport tous les jours, en un mois, s'il se fait un cheat meal, il n'y aura pratiquement aucun impact sur sa santé ni sur sa forme, on est d'accord. Dans une stratégie semblable à Testy Krusty, des partenariats avec des gens connus, cette fois-ci des combattants MMA, à l'image de Baki et Khabib. Ici, il y a quand même un énorme paradoxe, qui ressemble d'ailleurs beaucoup au cas de Squeezie, qui consiste en gros à utiliser l'image du sport étant plutôt positif, discipline, santé, performance, pour vendre quelque chose qui s'y oppose complètement. Gras, sucre, plaisir immédiat. Le cheat meal devient alors l'argument parfait, ça permet juste de rendre la malbouffe acceptable avec un mode de vie sain, au moins en apparence. Le tout boosté par les réseaux sociaux et les influenceurs. Et maintenant, petite nouveauté, nous allons tester les fameux produits de youtubeurs et Ciao Energy de Squeezie. Nos réactions seront 100% honnêtes. Zéro bullshit, comme dirait l'autre. Bien. Rappelle juste c'est quoi comme goût? Goût kiwi concombre, ça donne pas envie. Kiwi concombre, étonnant. Audacieux. Un peu étonnant. Ça sent la pomme, c'est étonnant. Oui, pourquoi ça sent Ça la n'a pomme? aucun rapport. T'es sûr que c'est kiwi concombre? Bah, mets-moi un tout petit peu. Je crois que je sais lire. Il y a vraiment principalement de la pomme dans leur kiwi concombre. Ouais, celui-là il attaque. Enfin... Il a une odeur particulière? Ah ouais. Ok. Ah ouais. Bah, on ressent le concombre, en revanche le kiwi. Bah, c'est vraiment du jus de concombre. C'est un goût de pomme. Mais de mauvaises pommes. Attends, mais c'est vraiment sucré par contre. Pomme chimique. On trouve que c'est sucré? À mes yeux, c'est sucré. Mais d'ailleurs, la couleur est sucrée. Hein. Je sais pas si on peut la voir. La couleur est objectivement sucrée. C'est pas mauvais. Ouais, mais ça te gave assez vite. Hein. C'est immonde. Alors, est-ce que c'est chimique ou pas? Oui, complètement. C'est hyper chimique. Ouais, c'est pas du tout naturel leur histoire. Y a rien de naturel là-dedans. Moi, j'arrive pas à voir le litchi là-dedans. Par contre, c'est un goût de fruit. Oui. Ok. Mais c'est pas litchi. Réaction 100% honnête. On n'est pas payé par Ciao Energy, gros appel. Tu veux goûter, Marc? On teste les produits des influenceurs. Ah oui, ça donne pas du tout la. Par contre, fais attention, ça donne beaucoup d'énergie. On dirait du Red Bull, mais en encore plus chimique. C'est vraiment l'objectif inverse normalement. Ah, c'est ça? Bah, c'est dégueulasse. Allez, on va faire passer le goût grâce à cet excellent chocolat américain. On va goûter les Feastables au caramel.
Alors Léane, heureuse? Et combien de sucre dans cette merde? Beaucoup moins. Ah, ça me donne pas envie. 42 glucides. Ah, ça me donne Bon, pas vas-y. du tout envie. 38 grammes de sucre. Il y a 38 grammes de sucre pur. Ça colle. Tu sens même pas le chocolat. Non mais tu sais, c'est du très mauvais chocolat, genre... Le mauvais calendrier de l'Avent à 3 balles sur Ouais. Action. Non, c'est vraiment pas ouf. Mais en fait, tu sens que le chocolat, tu sens pas le chocolat, mais tu sens qu'il est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Bah, tu sens que le côté pas bon du chocolat, ouais. C'est excessivement cheap. J'ai envie de vomir. Je commence à me sentir mal. C'est un Snickers. Après, avec le caramel, c'est pas mauvais, mais... Non, c'est pas mauvais en revanche. C'est beurre de cacahuète, ça? Ouais. Waouh. Non, c'est vraiment dégueulasse. Oui, c'est parce que t'aimes pas le... Oui, c'est pas lié au chocolat. Ça, tu pourrais pas manger, par exemple. C'est double beurre de cacahuète? Ouais. Non, c'est trop de beurre de Ah, cacahuète. c'est encore plus que ça? Ouais, bon ça on le laisse pour Alexandre et Solène. Hein. Ah oui. Tu vas te régaler, mon vieux. C'est pas intéressant. Enfin, C'est pas mauvais. non, c'est pas mauvais pour le coup, ouais. C'est très sucré. Ouais, genre, Ouais, c'est je vraiment- réitère mon truc, c'est que c'est vraiment ouais. hyper sucré, quoi. Vous aimez le beurre de cacahuète de Du base? sucre et du gras. Bah, moi j'aime bien, ouais. Ouais. Oui, oui, c'est bon. Là, t'aimes bien? Ouais, ça Bah, non, là mais ça va, se mange, ouais. ça se mange. C'est pas un truc que j'ai racheté, mais. Mais c'est encore une fois très sucré quoi. Mais c'est hyper sucré, Ah bah, quoi. Enfin, là, le côté. Une fois par mois, ça suffit. Hein. Premier degré, j'ai envie de vomir. Premier degré avec Gaspard, on se sent pas bien. Non, c'est vrai? Je te jure, j'ai envie de vomir. Non mais attends. Je te jure, j'ai mal au cœur, comme si j'avais fait un trajet en voiture. Mais on est d'accord, c'est les effets de la caféine un peu. Hein. Ah, je sais pas, je me sens pas bien. Non, mais c'est... En fait, c'est vraiment des produits de supermarché. Ah, c'est bas de Sinon, gamme. pas d'intérêt. Durant cette vidéo, j'ai parlé de créateurs de contenu assez connus. Squeezie, Amixem, MrBeast et Mastu. Leur point commun, faire la promotion de la malbouffe directement ou indirectement. Mais connaissez-vous Boris Hansel? Ce professeur endocrinologue, nutritionniste à l'hôpital Bichat de Paris, a créé sa chaîne YouTube pour mettre en garde les jeunes sur les dangers de la malbouffe. Son discours, certes, n'est pas aussi sexy que celui de MrBeast et ne dispose pas de la même force de frappe avec ses 426 000 abonnés, mais il s'inquiète surtout de voir la France prendre la même direction que les États-Unis. C'est exactement ce qu'on voit avec MrBeast. Il débarque en France avec ses chocolats ultra transformés, comme si notre modèle alimentaire devait forcément finir par ressembler à celui des États-Unis. Aux États-Unis, l'agroalimentaire est beaucoup moins réglementé qu'en Europe. Résultat, pour un même produit vendu en France et aux États-Unis, la version américaine peut être plus sucrée, plus transformée, plus calorique et moins lisible sur l'étiquette. Même produit, deux recettes très différentes. En France, un soda à l'orange n'a pas de colorant, aux États-Unis, si. Et surtout, il contient 5 fois plus de sucre, 73 grammes alors que la recommandation citée est de 20 grammes par jour. Mais voilà, il semble que nous prenions la même direction que l'Amérique. Mais en vrai, loin de moi l'idée de vous faire la morale, je défends bien évidemment l'idée d'être un bon vivant, j'aime bien manger et même sans trop compter, disons simplement que je préfère le faire autour d'un bon banquet bien français qu'à l'ouverture d'un Testi Crousti avec une sauce vaguement industrielle.